La science ne nous donne que des probabilités. Nous ne pouvons pas prédire le cas individuel. Lorsqu'on reçoit un diagnostic qui suggère une maladie terminale, les gens vous traitent comme si vous étiez en train de mourir. Très souvent, nos attentes deviennent des prophéties autoréalisatrices. Lorsque l'on vous donne du pouvoir d'agir, votre corps réagit comme si cela comptait. Les rémissions spontanées ne sont pas aussi rares que la plupart des gens le pensent. Ma mère a un cancer du sein qui se propage au pancréas. C'est la phase terminale. Néanmoins, il avait disparu comme par magie, et le monde médical n'a pas pu l'expliquer. La docteure Ellen Langer, première femme à obtenir la titularisation en psychologie à Harvard, a mené 50 ans de recherche sur l'idée que notre façon de penser peut changer notre perception de maladies comme le diabète, la sclérose en plaques, voire même le simple rhume. Premier test de l'idée d'unité corps-esprit. Nous avons impliqué des personnes avec un diabète de type 2. Une horloge truquée était placée près de l'ordinateur sans qu'elles le sachent. Le taux de sucre dans le sang suivait-il l'heure réelle ou l'heure perçue? L'esprit peut littéralement guérir le corps. Pour toute une série de maladies très graves, nous sommes capables de contrôler les symptômes. Nos attentes sont bien plus puissantes que la plupart d'entre nous ne le pensent. Si ce n'était pas le placebo, le comprimé, la chirurgie ou l'injection qui vous a aidé, alors qu'est-ce qui vous a aidé? C'est vous-même qui l'avez fait. Bonjour, je suis Mayim Bialik. Et je suis Jonathan Cohen. Et aujourd'hui, nous vous présentons une conversation vraiment puissante qui a le potentiel de littéralement changer notre compréhension de la santé et de la maladie sous un angle totalement différent de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous allons décortiquer et expliquer comment l'esprit peut littéralement guérir le corps, comment ils ne sont pas deux entités séparées, mais qu'ils ne font qu'un, non seulement connectés, mais interconnectés. Aussi, si vous pensiez savoir ce qu'est la pleine conscience et comment elle peut changer votre vie, devinez quoi? Nous avons une façon totalement différente de penser la pleine conscience. Nous allons parler à une femme connue comme la mère de la pleine conscience et la mère de la psychologie positive, la docteure Ellen Langer. Son dernier livre s'intitule « Le corps en pleine conscience. Penser notre chemin vers la santé chronique ». Première femme titularisée en psychologie à Harvard, elle y est toujours professeure. Elle a mené 50 ans de recherche autour de l'idée que notre façon de penser influence les composantes physiologiques de notre organisme. Et cela peut changer notre façon de voir les choses. Des choses comme le diabète, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la dépression et même le rhume. Elle va décrire des exemples incroyables d'hommes de 80 ans qui rajeunissent. Comment les diabétiques changent leur façon d'interagir avec l'insuline, comment des personnes guérissent de tumeurs. En parlant de réduction drastique de la taille d'une tumeur chez quelqu'un, les implications sur la façon dont l'esprit peut influencer le corps sont presque incroyables. La docteure Langer va également nous parler de l'importance du cadrage. Quels sont les mots que nous utilisons? Est-ce que le mot « rémission » fait du mal plutôt qu'il n'aide les gens lorsqu'on parle d'être en rémission d'un cancer? Elle va également nous donner des moyens pratiques de changer nos attentes et de modifier la façon dont nos interactions et activités quotidiennes peuvent nous influencer. Elle va parler de l'importance de la perception sur nos véritables résultats en matière de santé. C'est une conversation fascinante. Heureuse d'accueillir la Dr Langer dans l'émission. Break it down. Merci de m'avoir invité. Nous sommes très heureux de pouvoir vous parler et vous explorer le domaine de la pleine conscience et une nouvelle façon de voir la santé depuis bien avant que les gens sachent même ce qu'était la pleine conscience. Qu'est-ce que les gens retiendront de notre conversation s'ils sont ouverts à envisager la santé et la longévité sous un nouvel angle en particulier? Eh bien, tout le travail que j'ai accompli et dont nous allons parler sur l'unité corps-esprit dit ceci. Partout où vous placez l'esprit, vous placez nécessairement le corps, ce qui nous donne un contrôle immense sur notre santé et notre bien-être. C'est aussi le cas, et si vous lisez attentivement mon dernier livre, Le corps en pleine conscience, c'est un bon livre, vraiment un bon livre. Il dit en gros, en partie, que tout ce qui existe a été à un moment donné une décision. Et les décisions sont prises par des personnes. Et pour qu'il y ait une décision, cela signifie qu'il y avait de l'incertitude. Donc, nous avons tendance à réagir aux choses comme si elles nous étaient transmises du ciel et nous ne pensons pas à les changer.
Quand vous réalisez que votre position, votre travail, votre alimentation, tout est le fruit de décisions humaines, vous comprenez que rien n'est figé. Tout peut changer. Donc, ce n'est pas seulement que nos pensées peuvent contrôler notre santé, c'est que chaque jour, tout ce qui est frustrant peut être changé. Pouvez-vous nous expliquer comment c'est devenu le travail de votre vie? J'ai trouvé l'exemple du diagnostic de votre mère très puissant, ainsi que celui de votre expérience alimentaire en France. Il y a eu, en quelque sorte, 3 moments qui vous ont mené à devenir la docteur Langer que nous connaissons. Parle un peu de votre histoire d'origine dans ce sens. Avant les exemples que vous avez mentionnés, ma grand-mère était dans une maison de retraite et quand je l'ai vue, elle semblait parfaitement bien, même s'il pensait qu'elle était sénile. Nous n'avions pas encore le diagnostic de démence à ce moment-là. Cela me semble étrange car à l'époque, comme tout le monde, je pensais qu'on avait cette maladie ou non. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir dans le corps en pleine conscience, j'ai un traitement psychologique pour les maladies chroniques qui est basé sur le fait que les symptômes vont et viennent. Ensuite, elle avait parlé d'un serpent dans sa tête, et vous savez, je savais qu'elle était juste trop paresseuse pour dire « ma tête me donne l'impression qu'il y a un serpent dedans ». Il voyait des problèmes là où, de mon point de vue, il n'y en avait pas. Donc, c'est le début. Et puis j'ai vu des gens dans la maison de retraite simplement assis, l'air à moitié mort, ne faisant rien. Donc, la toute première étude que j'ai faite dans la maison de retraite a été d'aller donner à ces personnes des choix à faire. C'était des choses presque insignifiantes, vous savez, parce que les autorités en place n'allaient pas me laisser changer l'équilibre du pouvoir. Donc, j'ai insisté sur le fait qu'ils étaient capables de prendre des décisions et qu'ils devaient le faire, comme choisir où rencontrer leurs invités, par exemple, dans leur chambre, dans la salle à manger, à l'extérieur, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, ce traitement très simple a permis aux gens de vivre plus longtemps. Attendez une seconde. Comment cela pourrait-il être possible? Comment cela se peut-il? Vous faites des choix et soudain, vous avez davantage de chances d'être en vie. C'est donc cette expérience qui a donné naissance à la théorie de l'unité corps-esprit. L'idée dont nous allons discuter est que lorsque vous avez du pouvoir d'agir et que vous croyez que vous comptez, votre corps réagit comme si vous comptiez réellement. Mais la chose importante, c'est comment passe-t-on de d'accord, je suis aux commandes à un changement dans le corps? Et quand on a des idées de dualisme entre l'esprit et le corps, il y a un gros problème. Parce que comment passe-t-on de cette chose floue qu'on appelle une pensée à quelque chose de matériel qu'on appelle le corps? Alors j'ai réfléchi à ça et vous savez, je me suis dit, bon, c'est ridicule. Ce ne sont que des mots, l'esprit et le corps, alors mettons-les ensemble et où que vous placiez l'esprit, vous placez aussi le corps. Maintenant, les histoires qui ont mené à cette idée. Quand ces choses sont arrivées, je ne la soupçonnais pas du tout. Donc je me suis mariée quand j'étais obscènement jeune. Nous partons à Paris pour notre lune de miel. Au restaurant, je commande une grillade mixte. L'un des morceaux était du pancréas. Du pancréas? J'ai demandé à mon mari de l'époque ce qu'était le pancréas. Il a pointé quelque chose du doigt. Je mange tout le reste. Maintenant vient le moment de vérité. Est-ce que je peux me forcer à manger le pancréas? Et j'ai déjà raconté ça. Ça me sidère encore d'avoir pensé que, juste parce que j'étais maintenant mariée, ça voulait dire que je devais manger le pancréas. Mais bon, je sentais que je devais le manger. Je commence à le manger et je tombe littéralement malade. Il commence à rire. Je dis, tu sais, ce n'est jamais approprié, mais certainement pas pendant notre lune de miel. Pourquoi tu ris? Et il a dit, parce que c'est du poulet, tu as mangé le pancréas il y a longtemps. Donc, je me suis rendu malade. Bon sang, je suis sûrement la seule personne que vous connaissez avec 2 histoires majeures sur le pancréas. Alors maintenant, avançons dans le temps, ma mère a un cancer du sein et il fait des métastases jusqu'au pancréas. Eh bien, comme la plupart des gens le savent, c'est la fin. Néanmoins, à un moment donné, il a disparu comme par magie et le monde médical n'a pas pu l'expliquer. Donc, tout comme je m'étais rendue malade, elle s'était guérie elle-même. Et maintenant, j'allais étudier comment expliquer cela ou le comprendre au cours des prochaines décennies. Il y avait aussi autre chose que vous avez mentionné à propos de ce qui est arrivé à votre mère lorsque les médecins ont décidé qu'elle avait un cancer. Il y avait une façon dont elle a été traitée qui, en fait, n'a pas permis ce qui devait finalement être sa guérison. Lorsqu'on reçoit un diagnostic qui suggère une maladie terminale, les gens vous traitent comme si vous étiez en train de mourir et il est très difficile, face à cela, d'aller de l'avant en se sentant robuste.
Et donc, pour ma mère, parce qu'il pensait qu'elle allait mourir, il ne lui faisait pas faire d'exercice pour ses membres, et ainsi de suite. Et donc, quand le cancer a finalement disparu, elle était en fauteuil roulant pour quitter l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas fait travailler ses jambes. Donc, je veux dire, la partie principale de tout cela, laissez-moi prendre un petit recul pour dire quelque chose aux gens qui nous mettent tous en contexte. J'étais à un événement équestre maintenant. Comment vais-je rendre ça pertinent? Restez avec moi, d'accord. Et cet homme m'a demandé si je pouvais surveiller son cheval pour lui, parce qu'il allait chercher un hot dog pour son cheval. Un hot dog, qu'est-ce qu'il a? Il est fou? Les chevaux ne mangent pas de viande, il est revenu avec le hot dog et le cheval l'a mangé. Et c'est là que j'ai réalisé que tout ce que je pensais savoir pouvait être faux. Maintenant, une personne normale s'inquiéterait de ça. Oh mon Dieu, je ne sais rien. J'étais ravie parce que ça voulait dire que tout ce que les gens disaient être impossible pouvait peut-être l'être. Et donc, quand j'ai réfléchi à ça et que j'en ai parlé, j'ai dit que les gens doivent comprendre que la science ne nous donne que des probabilités. Vous savez, que si vous faisiez une expérience pour voir si les chevaux mangent de la viande, il faudrait préciser quel type de chevaux, quelle quantité de viande mélangée, à quelle quantité de céréales, à quel moment vous allez leur donner. Il y a tout un tas de paramètres, puis vous découvririez que la plupart des chevaux ne mangent pas de viande. Et c'est un peu long à dire, donc on résume en disant que les chevaux ne mangent pas de viande, mais en réalité, certains chevaux en mangent. Et donc, comprendre que la science évoque des possibilités plutôt que des certitudes nous rend moins susceptibles de renoncer. Face à ces attentes qu'on nous impose, vous savez qu'on ne peut pas prédire le cas individuel et au final, c'est vraiment tout ce qui nous importe. Vous savez, si je vous dis que cette procédure fonctionne dans 90% des cas, c'est super, mais vous allez faire partie des 10% ou des 90% et il n'y a aucun moyen de le savoir. Je pense que beaucoup de gens n'imagineraient pas forcément que, vous savez, une recherche scientifique réputée puisse être aussi créative, dans le sens où il faut vraiment avoir l'esprit ouvert pour aborder ces sujets avec une telle rigueur scientifique. Oui, oh oui, mais vous savez, la rigueur scientifique qui est imposée ou utilisée pour chaque étude de recherche devrait être applaudie, mais il ne faut pas la confondre avec la détermination d'un fait absolu. Nous ne pouvons pas savoir. Le problème, c'est que quand on pense savoir, on ne fait plus attention. Donc, si je pense que le cancer est un tueur, que j'ai un cancer, que je vais mourir, alors, à la fois psychologiquement et aussi de façon très concrète, je me retire maintenant du monde. Je ne fais pas tout ça sainement puisque je vais mourir quand même. Il faut comprendre que les médecins, avec les meilleures intentions, annonçaient des probabilités comme des certitudes. Vous demandiez combien de temps me reste-t-il? Et ils répondaient 3 semaines. Mais en vérité, ils ne le savaient pas. Même si 70% des personnes dans votre situation ont 3 semaines, cela ne signifie pas que vous avez aussi 3 semaines. Vous savez, c'est très différent et donc très souvent, nos attentes deviennent des prophéties autoréalisatrices, alors nous devons faire attention à ce que nous attendons. Maintenant, vous savez, depuis, oh là là, 4 ou 5 décennies, j'ai mené des recherches sur la pleine conscience et, tel que je l'étudie, la pleine conscience n'a rien à voir avec la méditation. C'est le simple fait de remarquer. Mais quand vous pensez savoir, vous ne remarquez pas. Ainsi, l'esprit d'inattention, pour le dire de façon amusante, se trompe souvent, mais doute rarement. Pourquoi écouter si vous savez déjà ce que je vais dire? C'est prendre conscience que, même si je l'ai dit 1000 fois, cette fois-ci pourrait être différente. D'accord, donc il y a 2 façons de devenir attentif pendant que j'étudie. Ça n'a rien à voir avec la méditation. D'accord, non plus. Remarquez activement de nouveaux aspects sur ce que l'on croit connaître, de bas en haut. Sortez dehors, même après 10 ans au même endroit, remarquez chaque jour 3 choses nouvelles, vous serez surpris d'y parvenir. Si vous vivez avec quelqu'un, remarquez 3 choses nouvelles à son sujet. Quand vous arrivez à l'école, au travail, ou peu importe où vous allez, au supermarché, remarquez 3 choses nouvelles. Et vous continuez à remarquer de nouvelles choses à propos des choses que vous pensiez connaître. Et vous finissez par vous dire « Wow, je ne les connaissais pas aussi bien que je le croyais ». Et finalement, vous le ferez sans même avoir à le faire intentionnellement de cette façon. L'autre façon, c'est de haut en bas, d'accord? C'est-à-dire comprendre que tout est toujours en train de changer, que tout paraît différent selon les perspectives. Donc, on ne peut pas savoir, personne ne sait, donc vous n'avez pas à vous sentir mal de ne pas savoir, alors tout devient complètement nouveau.
Donc, l'approche ascendante vous amène à réaliser « Eh, je ne sais rien ». L'approche descendante, c'est pareil. Et tout. Les recherches ont montré que c'est littéralement et figurativement vivifiant. Vous les rendez plus attentifs, ils vivent plus longtemps. Vous savez, quand vous vous amusez, vous pourriez vous demander « Est-ce que les robots s'amusent ?» Bien sûr que non, n'est-ce pas? Quand nous sommes inattentifs, nous ressemblons à des robots. Et donc, le simple fait de remarquer fait du bien, c'est bon pour vous, c'est l'essence de ce qui se passe quand vous passez un bon moment, c'est facile. Et donc, quand vous pensez aux conséquences du simple fait d'être là et de remarquer, il est difficile de trouver une raison de ne pas le faire. Nous avons tellement de données, vous savez, qui montrent que lorsque les gens sont attentifs, ils sont perçus comme plus attirants, dignes de confiance, ce sont de meilleurs leaders. Les choses que nous produisons sont meilleures, ce n'est pas seulement bon pour notre santé, c'est bénéfique pour tous les aspects de notre vie. Et, vous savez, en gros, vous pourriez vouloir suivre une règle simple. Si ça vaut la peine d'être fait, ça vaut la peine d'être pleinement présent. Est-ce vrai que le simple fait de remarquer quelque chose nous apporte un peu de nouveauté et que cette nouveauté nous stimule d'une certaine manière? C'est difficile à comprendre quand on pense au dualisme corps-esprit. Comment passe-t-on de « je suis heureux » à « je suis impliqué » ? Rappelez-vous que nous parlons de l'unité entre le corps et l'esprit. Tout ce qui affecte l'esprit affecte aussi le corps, simultanément. Nous avons beaucoup d'études. Laissez-moi vous en citer quelques-unes pour que ce soit plus clair. Le tout premier test de l'idée d'unité corps-esprit était ce que nous appelons l'étude counterclockwise. Les gens connaissent peut-être cette étude parce qu'elle est célèbre. Je ne veux pas paraître prétentieuse, mais je peux dire que c'est une étude célèbre. Parce que si vous regardez les Simpsons ou si vous allez à la Havane, ils en parlent en fait. Nous avons réaménagé un lieu de retraite pour le faire revenir 20 ans en arrière et y faire vivre des hommes âgés comme s'ils étaient plus jeunes. Donc, ils allaient parler du passé comme si cela venait juste de se produire. Par exemple, ils y ont vécu moins d'une semaine. Ce que nous avons constaté, c'est que leur vue s'est améliorée, leur ouïe aussi, leur mémoire, leur force, et ils paraissaient visiblement plus jeunes. Ce qui est très convaincant. Le premier de ces éléments, dire l'esprit et le corps, n'est tout simplement qu'un seul. L'étude que j'ai réalisée avec Ali Crum lorsqu'elle était à Harvard, nous avons pris des femmes de chambre et nous leur avons demandé « Combien d'exercices faites-vous » Fait surprenant, ces femmes qui font des lits et nettoient des chambres d'hôtel toute la journée ne considèrent pas cela comme de l'exercice. Parce que l'exercice, c'est ce que l'on fait après le travail. Donc, comme le dit le chirurgien général, après le travail, elles sont trop fatiguées. Maintenant, si l'exercice est bon pour la santé, alors ces femmes qui font de l'exercice toute la journée devraient être en meilleure santé que d'autres femmes similaires qui ne font pas d'exercice, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Comment cela se fait-il? Nous les divisons ensuite en deux groupes simples, et à l'un, nous apprenons que leur tâche est de l'exercice. Faire un lit, c'est comme utiliser une machine à la salle de sport. On ne le fait pas avec l'autre groupe. Maintenant, on a un groupe conscient, mince, qui fait du sport toute la journée. Nous prenons une série de mesures. Les deux groupes ne se comportent pas différemment, ni ne travaillent, mangent plus ou moins que l'autre. Tout est identique jusqu'à ce que nous arrivions aux grandes mesures. Ces femmes qui considèrent maintenant leur travail comme de l'exercice ont perdu du poids. Il y a eu un changement dans le rapport taille-hanche, l'indice de masse corporelle et leur tension artérielle, rien qu'en changeant leur façon de penser. Ce n'est pas seulement qu'elles perçoivent les choses différemment, c'est-à-dire qu'elles ne remarquent pas. Maintenant, nous parlons de la signification que nous attribuons aux activités et de la façon dont nous comprenons que cette activité est liée à notre bien-être. D'accord. Cette étude ne peut fonctionner que si les gens pensent que l'exercice leur est bénéfique. Ils voient leurs employés faire de l'exercice et peuvent donc s'attendre à des changements de santé, ce que nous constatons. Je vais vous donner un autre exemple d'étude menée récemment avec mon étudiant diplômé Peter Engel. Nous infligeons une blessure, mais pas grave, car ce ne serait pas sympa. Même si je le voulais, les autorités ne me laisseraient pas, mais cela reste une blessure. Et nous avons une personne assise devant une horloge. Sans qu'elle le sache, l'horloge est truquée. Donc, pour un tiers des personnes, elle avance 2 fois plus vite que le temps réel. Pour un tiers des personnes, elle avance 2 fois moins vite que le temps réel. Et pour un tiers des personnes, c'est le temps réel. Et la question que nous posons est, est-ce que la guérison résulte en fonction du temps perçu ou du temps réel?
La plupart des gens pensent que ça va guérir quand ça doit guérir, mais non, ça guérit en fonction de la rapidité avec laquelle vous pensez que le temps est passé. De nombreuses études similaires existent, dont une sur le sommeil où des participants se réveillent en laboratoire. Là encore, je manipule l'horloge. Vous avez eu 2 heures de sommeil en plus, en moins, ou la quantité réelle. Les fonctions cognitives et physiologiques dépendent du sommeil perçu. Oui, j'allais justement mentionner l'expérience de l'horloge du sommeil. Beaucoup de vos études se concentrent sur le temps et les façons de le manipuler. Le temps, c'est une manipulation de laboratoire facile à réaliser. L'idée étant que si vous convainquez les gens qu'ils ont dormi plus, même s'ils ont dormi moins, cette perception suffit à leur faire croire qu'ils sont reposés. Et si vous les convainquez qu'ils ont moins dormi, même s'ils ont, disons, eu 8 heures complètes et ininterrompues. Je pense à toutes celles qui ont eu un enfant, surtout un qui veut téter toute la nuit. Vous savez, beaucoup de choses dépendent de votre perception, et je pense que c'est un peu le fil conducteur qui traverse toutes vos recherches et aussi tout le livre. Et comprendre que nos perceptions sont sous notre contrôle. Donc cela signifie encore une fois que nous pouvons contrôler toutes ces choses, alors que sinon, nous pourrions nous sentir un peu impuissants. Si nous voulons rendre cela concret pour quelqu'un qui a, par exemple, une coupure, jusqu'où peut-on extrapoler? Et cela tient-il encore si l'on traverse, par exemple, plusieurs mois de manque de sommeil? Existe-t-il une réalité biologique ou tout est-il subjectif? Je fais généralement ces études pour évoquer des possibilités sans savoir jusqu'où on peut aller. Voici un exemple pour illustrer, c'est incroyable. Il y a des années, j'étais dans la division du vieillissement à la Harvard Medical School, dirigée alors par Jack Rowe, médecin. J'ai appelé Jack. Un jour, je lui ai dit, Jack, combien de temps faut-il pour qu'un doigt cassé guérisse? Il a dit, je ne sais pas, une semaine. J'ai dit, que dirais-tu si je te disais que je pouvais le guérir par des moyens psychologiques en 5 jours? Il a dit, d'accord. J'ai dit, et en 4 jours? Il a dit, d'accord. J'ai dit, et en 3 jours? Il a dit, non. J'ai dit, d'accord. Et en 3 jours et 23 heures? Le point, c'est à quel moment, tu sais, tout à coup que tu ne peux plus le faire. Il y a certaines limites biologiques à ce dont nous parlons. Il y a un effet plancher, il doit y avoir un effet plancher, tout comme il y a un effet plafond. On nous apprend certaines choses, qu'une fracture met un certain temps à guérir et que les choses se déroulent d'une manière bien précise. Et c'est très difficile pour nous de comprendre, mais ce n'était qu'une théorie, ce n'était qu'une idée, ce n'était qu'une explication de ce qui se passe pour beaucoup de gens, pas forcément pour tout le monde. Vous m'avez parlé de limites. Pour le reste, je ne sais pas, mais sur ce point-là, j'en suis certaine. J'ai entrepris pratiquement toutes ces études avec l'idée en tête de montrer aux gens que les possibilités dépassent largement ce que nous supposons. Plutôt que de prendre cela pour acquis, comme je le disais, si un médecin vous annonce « il vous reste 3 semaines », vous pouvez vous demander « comment pourrait-il ou elle en être certain ?» En réalité, il ou elle ne le peut pas. Et comment pouvez-vous prouver qu'il a tort? Comment pouvez-vous réellement changer les choses pour vous-même? Vous n'y arriverez pas si vous ne croyez pas que c'est possible. En revanche, si vous croyez que c'est possible, vous pourriez y arriver. Je ne prétends pas que face à un cancer de stade 4, avec un pronostic vital engagé à brève échéance, il suffirait d'y croire pour courir un marathon. Mais je dis qu'on ne peut pas être sûr que ça ne peut pas arriver. On ne peut pas démontrer qu'une chose ne peut pas arriver. Et dès lors que vous considérez que c'est une possibilité, vous ajustez votre manière d'agir et vous tirez davantage de sens et de plaisir de ce que vous faites. Beaucoup de personnes m'appellent après avoir reçu ce qui ressemble à une condamnation à mort médicale et je leur dis « Je pense que si on me disait qu'il me restait 3 semaines à vivre ou 3 mois à vivre, je ferais de mon mieux pour ne pas perdre mon temps à être déprimé, j'essaierais de vivre autant que possible. » Et les recherches dont je vous ai parlé vont dans ce sens. Si nous commençons à faire cela, si nous profitons pleinement de la vie, cela signifie que nous sommes attentifs au moment présent. Cela signifie que les neurones s'activent et il se peut très bien que nous puissions inverser certaines de ces choses. Les rémissions spontanées sont très difficiles à étudier parce que l'on ne sait pas. Une personne reçoit un diagnostic et l'on s'attend à ce que son état se dégrade.
Nous ne pouvons pas suivre toutes ces personnes et supposer que peut-être l'une d'entre elles va inverser la situation, mais je pense que les rémissions spontanées ne sont pas aussi rares que la plupart des gens le pensent. Imaginez, vous allez chez le médecin, vous êtes à l'hôpital et vous dites, je ne veux pas mourir à l'hôpital, je veux mourir chez moi. Et donc, vous rentrez chez vous et tout à coup, vous commencez à vous dire, vous savez quoi? Au diable tout ça. Laissez-moi, je veux ce verre de vin maintenant et je veux sortir du lit. Vous savez, si j'ai encore la force de le faire et je veux, et disons qu'il y a une rémission spontanée. Quelle chance y a-t-il pour que votre premier réflexe, au lieu de vivre pleinement, soit d'appeler le médecin pour lui dire qu'il s'est trompé? Vous comprenez ce que je veux dire? Beaucoup de personnes vivent dans des zones sans hôpital et avec peu de médecins. Elles ne voient donc pas de médecin au départ. Donc, si la tumeur disparaît réellement, il n'y a personne pour le savoir. Ils ignoraient avoir la tumeur à la base, donc ils ne sauront pas non plus qu'elle a disparu. Donc, c'est très difficile de savoir à quel point c'est répandu. Mais si on supposait que c'est plus répandu que ce que les gens pensent actuellement, les gens, vous savez, maintenant diraient « Oh, 1 sur 1 million, vous savez, 1 sur 1 million, vous n'allez pas vous organiser pour en faire une réalité. » Vous vous dites « Eh bien, vous savez, c'est peut-être beaucoup plus probable, et alors toute votre attitude change. » Beaucoup de maladies résultent essentiellement du fait d'abandonner. C'est puissant. Je me demande si vous pouvez parler un peu de certaines des études sur le diabète que vous avez réalisées. Comme vous l'avez si bien dit, dans un laboratoire, utiliser une horloge est une chose facile à faire pour remonter le temps. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait venir des personnes atteintes de diabète de type 2 à l'expérience et nous avons pris toutes sortes de mesures. Nous allons commencer et ce que je vais dire peut sembler déroutant, mais cela deviendra clair. LS jouait sur ordinateur avec une horloge placée juste à côté. Nous leur avions demandé de changer de jeu toutes les 15 minutes pour qu'ils regardent l'heure. Mais l'horloge, en réalité, était truquée. Pour un tiers, elle avance 2 fois plus vite que le temps réel. Pour un autre, 2 fois moins vite. Pour le dernier tiers, c'est le temps réel. Et la question que nous posions était, est-ce que le taux de sucre dans le sang suivait le temps de l'horloge ou le temps perçu? Et à ce stade, vos auditeurs devraient savoir que c'est le temps perçu. Nos attentes, nos croyances sont bien plus puissantes que la plupart d'entre nous ne le pensent, vous savez, et donc, en gros, la raison pour laquelle je continue à faire tous ces podcasts, à écrire tous ces livres, c'est pour réveiller les gens à cette réalité. Vous savez, à mon avis, et après tant de décennies de recherche, j'ai constaté que la plupart des gens sont inattentifs presque tout le temps. Et donc, essentiellement, vous êtes enfermé dans une vie non vécue. Et vous savez, il est temps de briser ce sceau, de s'engager, de profiter de tout ce qui est à votre portée. Et aucun d'entre nous ne sait combien de temps il lui reste. Vous savez, il y a des gens maintenant, des baby-boomers, des gens de mon âge, qui sont déterminés à vivre plus longtemps. Et donc, ils font du sport, certains détestent ça, et prennent toutes sortes de médicaments et de choses, vous savez, et ainsi de suite. Et avec pour objectif d'ajouter plus d'années à leur vie. Mon point de vue, c'est que plutôt que d'essayer d'ajouter plus d'années à votre vie, vous devriez ajouter plus de vie à vos années. Et, curieusement, cela aboutira probablement à une vie plus longue. Vous parlez de l'importance de la croyance et des attentes dans notre façon de vivre. Comment les gens changent-ils leurs croyances et attentes? Chaque fois qu'on vous apprend quelque chose, vous savez, laissez une alarme s'allumer. Vous savez, comment savez-vous que c'est vrai? Qui le dit? Et parfois, pour certaines personnes, c'est vrai, d'accord. Donc nous devons arrêter de croire aveuglément et de devenir irréfléchis face à tous les absolus qu'on nous donne. Par exemple, les chevaux ne mangent pas de viande. Ensuite, pour presque tous, nous faisons tout ce que nous pouvons pour obtenir cette bonne chose. Nous fuyons aussi vite que possible cette mauvaise chose en oubliant que les choses, en elles-mêmes, ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est notre esprit qui les rend ainsi. La prochaine fois qu'il arrive quelque chose de mauvais, demandez-vous, et si c'était finalement positif? Si la même chose peut être bonne ou mauvaise, restez immobile, inutile de fuir ou de courir à elle. Vous pouvez simplement être
surtout si vous faites cela souvent. Vous voyez, j'ai joué un rôle dans la thérapie cognitivo-comportementale il y a des décennies où l'on vous enseignait si vous alliez voir un thérapeute cognitivo-comportemental pour reformuler la situation actuelle. Mais je ne parle pas simplement de reformuler les choses. Si vous le faites suffisamment souvent, cela devient naturel. Vous n'avez même plus besoin d'y penser. Par exemple, il y a un instant, mon ordinateur faisait n'importe quoi. Et alors? Si je me dis, oh là là, je ne vais pas y arriver, puis que je réalise l'avantage potentiel de la situation, si l'ordinateur s'éteignait vraiment, j'irais simplement déjeuner un peu plus tard. Et ce serait très bien aussi. Peu importe ce qui arrive, tout est potentiellement positif. Et vous ne vous mentez pas à vous-même, parce que les choses ne sont pas en elles-mêmes bonnes ou mauvaises, justement parce qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Se focaliser sur le négatif vous rend stressé et vous fait perdre votre calme. Il n'est probablement pas judicieux de faire cela. C'est intéressant car je pense que la principale cause de maladie et la principale source de malheur chez les gens, c'est le stress. Et le stress n'est pas une fonction des événements. Le stress est une fonction de la façon dont nous percevons les événements. Si vous prenez du recul face à vos peurs, que ce soit rater un examen, perdre votre partenaire ou faire un mauvais podcast, vous pouvez vous poser une question simple. Et si j'avais tort d'avoir si peur? Vous savez, chaque fois que vous êtes stressé, il y a en fait une attente que quelque chose va se produire, et quand cela arrivera, ce sera terrible. Mais nous pouvons prédire, nous pensons pouvoir prédire, mais nous ne pouvons pas prédire le cas individuel. Nous pouvons prédire qu'un traitement est efficace, disons pour 75% des personnes à qui il est administré. Nous ne pouvons pas prédire pour quels individus il sera efficace, d'accord, donc nous ne pouvons pas prédire. Alors, dites-vous, vous savez, voici 5 raisons pour lesquelles cela pourrait s'avérer différent. J'y réfléchis. La personne restera, je ne raterai pas l'examen, mon ordinateur ne tombera pas en panne, peu importe, voici la partie la plus difficile. Imaginons que cette chose que vous redoutiez arrive réellement. En quoi est-ce vraiment une bonne chose? Et si vous arrivez à maîtriser la façon dont cette chose que vous redoutiez est en réalité un avantage, alors vous êtes tiré d'affaire. En répétant cela, cela devient de plus en plus facile et naturel. Alors, je ne sais pas, ça doit faire 60 ans, 50 ans, disons, que je ne reformule plus les choses parce qu'elles ne me paraissent pas négatives au départ. Pouvez-vous nous donner un exemple? Je vous demande, voulez-vous rencontrer mon ami Joe? Il est très impulsif. Pourquoi voudriez-vous rencontrer Joe? Ou je vous dis, voulez-vous rencontrer mon ami Joe? Il est très spontané. Oui, je veux rencontrer Joe. Eh bien, spontané et impulsif, c'est la même chose, mais ça vous mène dans des endroits très différents. En fait, c'est un autre point important pour moi. Chaque attribution négative, chaque chose négative que nous disons sur nous-mêmes ou sur quelqu'un d'autre a une alternative tout aussi forte, mais de valeur opposée. En anglais, à chaque mauvais correspond un bon, et inversement. Alors, la prochaine fois que vous vous traitez ou que vous traitez quelqu'un d'autre, laissez-moi vous donner un exemple. Moi, je suis tellement crédule, c'est incroyable, je le suis vraiment. Je suis impulsive. Si je souhaite ne plus être aussi naïve et que vous m'accompagnez dans ce changement, vous pourriez me rappeler, Hélène, vous avez déjà été manipulée par 2 psychopathes. Michael, je sais, c'est précisément pour cela que je veux que vous m'aidiez. Je ne changerai jamais. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, je ne serai plus crédule. Désormais, je ferai confiance. Et tant que j'accorderai de l'importance à la confiance, il m'arrivera d'être crédule. J'accorde de la valeur à la spontanéité. C'est pourquoi parfois je vais sembler impulsive. L'essentiel, c'est qu'à chaque fois que vous vous demandez « Comment ai-je pu faire cela ?» ou lorsque vous vous dites « Regardez quel monstre vous êtes » et que vous cherchez ensuite à comprendre, de manière constructive, pourquoi cette personne a agi ainsi. La plupart du temps, vous ne cherchez même plus à les changer. Cependant, si vous voulez transformer le comportement d'une personne, il faut agir concrètement sur ce comportement. Du point de vue de l'acteur, vous devez faire en sorte que je n'accorde plus de valeur à la spontanéité, que je n'accorde plus de valeur à la confiance. Mais c'est très puissant. Et ce qui se passe, c'est que ça change sa relation avec soi-même, ça change vos relations avec les autres. Tout cela vous rend alors plus attentif et améliore votre santé. Quand vous évoquez les attentes et le fait de ne pas rester attaché à un résultat précis, par exemple si mon ordinateur s'éteint en plein podcast, je devrais peut-être laisser tomber le podcast et aller déjeuner. Ce ne serait pas.
Peut-être que je ne devrais pas faire le podcast. Ce serait plutôt, bon, tu sais, puisque je ne peux pas le faire tout de suite, laisse-moi faire autre chose. Oui, Il y a un élément de spiritualité qui semble être intégré dans une partie de cette réflexion. Parce qu'il existe une confiance dans le fait que, d'une manière générale, les choses vont s'arranger ou qu'elles se dérouleront comme elles le doivent. Vous attribuez une quelconque relation, confiance ou foi, dans la façon dont vous décrivez le changement de nos attentes. une fois que vous reconnaissez que rien n'existe indépendamment de la manière dont nous le qualifions et que la culture nous impose ces étiquettes, vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de les accepter. Donc, par exemple, il y a des années, avec un étudiant, nous avons changé l'étiquette de victime à survivant. Très différent, n'est-ce pas? Mais ce n'est qu'un mot. Notre langue est chargée. Elle nous amène à avoir beaucoup plus d'attentes que ce que nous supposons. Vous savez, on vous disait quand vous étiez jeune, nous avions l'habitude, maintenant le cancer, beaucoup de gens survivent. Mais autrefois, il y a quelques décennies, ce n'était pas le cas. Et donc, on vous apprenait que le cancer est un tueur. Alors, quand vous êtes jeune, peu importe, le cancer est un tueur, donc vous apprenez que le cancer est un tueur. Finalement, un membre de votre famille, un parent ou vous-même attrapez le cancer. Vous ne songez même pas à remettre cela en question, tout comme il vous a été difficile de remettre en doute que vous puissiez guérir instantanément. Si l'on prend les choses de l'intérieur, je ne sais pas précisément ce que chacun met derrière le mot spirituel, mais j'ai du mal à concevoir une spiritualité qui serait vécue sans pleine conscience. On peut vous juger spirituel de l'extérieur même si vous êtes distrait, mais pour ressentir intérieurement cette dimension, il faut être pleinement présent. Or, être présent exige de la conscience, de reconnaître que nos interprétations façonnent la réalité et de ne pas enfermer les choses dans des étiquettes définitives. Absolument. Vous savez que euh, si vous prenez une étiquette, et encore une fois, vous êtes jeune, et vous voyez, vieux signifie perte de mémoire, décrépit, vous savez, décliné de tant de façons. Finalement, vous portez cette étiquette. Il est alors difficile de dire qu'on ne le pensait pas vraiment. Tout ce que nous apprenons devrait être considéré comme une probabilité, plutôt qu'un fait absolu. Et quand je vous regarde tous les deux, physiquement, vous êtes très différents. Lors de mes conférences, je demande souvent s'il y a quelqu'un de très grand dans l'auditoire, et il y en a toujours. C'est incroyable. Et il y a toujours un homme d'au moins 1,95 m. Je l'invite sur scène. Moi, je mesure 1,60 m, lui 1,95 m. On a l'air un peu ridicule. Et puis je pose simplement la question, devrions-nous faire quelque chose de similaire, physiquement, de la même manière? Ça paraît fou. Je lui demande de lever la main, qui dépasse la mienne d'au moins 8 cm. Devrait-on tenir une raquette de tennis de la même façon? Très bien alors. Le point ici, c'est que plus vous êtes différent de la personne qui a écrit la règle, plus il est important de ne pas suivre la règle aveuglément. Donc, si je mesure 1,60 m et que ma main a la taille qu'elle a et que vous m'enseignez le tennis, vous me dites « Voici comment vous devez tenir la raquette, d'accord? » Eh bien, peut-être que je le prends comme un conseil, pas comme une règle absolue. Parlez-nous de l'ampleur de ce phénomène. Notre monde repose sur ces suppositions. C'est omniprésent. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour cela que j'affirmais tout à l'heure que presque chacun d'entre nous fonctionne en mode automatique la plupart du temps. Vos parents vous disent comment faire les choses. L'école vous apprend qu'il existe une réponse correcte. L'exemple que je donne souvent et que je trouve convaincant, c'est la question « Combien font 1 plus 1 ?» C'est l'absolu dont chacun est certain. Ils disent 2, mais ce n'est pas toujours le cas. D'abord, si nous voulons être précis, 1 plus 1 font 2 dans un système décimal, mais dans un système binaire, 1 plus 1 s'écrit 10. Et au fond, qui se soucie des systèmes de numération? Si vous mettez un tas de linge sur un autre tas de linge, vous obtenez un seul tas. 1 plus 1 fait 1. Vous ajoutez un morceau de chewing-gum à un autre morceau de chewing-gum, 1 plus 1 fait 1. Vous ajoutez un nuage à un autre nuage, 1 plus 1 fait 1. Dans la réalité, 1 plus 1 ne fait pas toujours 2. Peut-être même moins souvent qu'on ne l'imagine. Alors, quelle est la différence? Ainsi, avant même que quelqu'un ne vous demande combien font 1 plus 1, vous répondez 2. Point final. Et vous pourriez même tourner en dérision la personne qui ose la poser. Maintenant, on vous demande et tout à coup, vous avez un choix. Lorsque vous ne réfléchissez pas, vous n'avez pas de choix. Je pourrais répondre 1, 2 ou 10. Et vous prêtez attention au contexte,
Vous décidez de ce que vous allez faire et la vie devient plus captivante et plus intéressante. J'aime cet exemple car 2 personnes ensemble peuvent accomplir ce que 5 ne pourraient pas faire si leur dynamique est bonne. Mais parlez-nous des lunettes. Cet exemple m'a marqué parce que j'ai une relation personnelle avec les lunettes. J'ai eu des lunettes très jeunes, mais je n'y ai jamais vraiment cru. J'ai besoin de lunettes tout le temps et nous sommes tous victimes de l'illusion des lunettes. Les gens supposent, pour presque tout, qu'ils recherchent la stabilité. Si vous consultez et que l'on vous soumet à un test de vision, Et c'est un tableau avec toutes les lettres qui diminuent en taille. et ce qu'on vous montre sur ces tableaux, ce sont des lettres hors contexte. Elles n'ont aucun sens, ce qui est très différent de si elles en avaient. Elles sont en noir et blanc, pas en couleur. Je ne sais pas pour vous, mais si j'ai faim, je peux voir l'enseigne du restaurant, vous savez, de beaucoup plus loin. Donc, nos motivations et nos capacités changent au cours de la journée, mais le monde médical ne peut pas nous évaluer à chaque heure de chaque jour. Et donc, ce que nous faisons, c'est qu'on nous attribue un chiffre et on le garde constant. Eh bien, laissez-moi vous raconter une histoire qui a mené à tout cela, vous savez. J'avais l'habitude de porter une lentille de contact dans un œil, donc j'avais la vision de près, vous savez. Je pouvais lire avec un œil et voir de loin avec l'autre. Et un jour, je rentre du travail, je me prépare à aller me coucher et j'essaye d'enlever la lentille de mon œil. Je n'arrive pas à l'enlever, je me fais mal. Je me suis alors rendu compte que je ne l'avais jamais mise. Et puis la chose suivante que j'ai réalisée, c'est que j'avais été très bien toute la journée, vous voyez, et je ne les ai plus jamais portées. Très bien. Alors quel est le point essentiel? C'est que, si nous le permettons, notre vision peut fluctuer. Elle change en fonction du sommeil et du moment de la journée. Si vous remarquez que vous voyez moins bien et que vous constatez qu'il est 15 heures, il se peut que vous ayez simplement besoin d'une barre énergétique, autrefois appelée barre chocolatée, mais que vous pouvez maintenant manger sans culpabilité parce qu'on l'appelle barre énergétique ou d'une sieste. Vous disposez de plusieurs possibilités, mais vous ne les voyez plus si vous partez du principe que votre vision est défaillante. Une fois que le diagnostic est posé, vous adoptez la correction comme une règle permanente. Les lunettes deviennent une réponse systématique du matin au soir. Vous entraînez vos yeux à ne plus pouvoir voir. Dans l'étude counterclockwise, des hommes âgés ont vu leur vue s'améliorer en moins d'une semaine. À partir de là, ce que je suggère et que d'autres recherches confirment, c'est une approche psychologique des maladies chroniques fondée sur l'attention à la variabilité des symptômes. Rien n'est totalement stable. Même la douleur fluctue, parfois légèrement, mais elle fluctue. Alors on peut se demander, pourquoi est-ce que je me sens un peu mieux aujourd'hui? Et si l'on pense à la vue, pourquoi est-ce que je vois mieux à cet instant? Puis, à 16 heures, votre vision baisse. Vous explorez alors les raisons possibles et vous essayez de vérifier lesquelles tiennent. Et donc, on constate que pour toute une série de maladies très graves, comme la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, les douleurs chroniques, tout un tas de maladies de ce genre, on arrive à les maîtriser, à contrôler, à atténuer les symptômes, simplement en posant la question « Comment ça va maintenant? Est-ce mieux ou pire que la dernière fois que j'ai vérifié? Et pourquoi? » Poser la question du pourquoi démontre une pleine conscience bénéfique pour la santé. Nous appelons les gens à différents moments pour leur demander « Comment ça va maintenant? Est-ce mieux ou pire qu'avant? Pourquoi? » Mais ils peuvent aussi le faire eux-mêmes. Il suffit de régler ton smartphone pour qu'il sonne dans 1 heure, puis encore dans 1 heure, et dans 40 minutes, 2 heures et 6 minutes. Peu importe, continue simplement à varier, c'est ce que font les gens. Ils ont une maladie chronique, ils supposent que les symptômes vont rester les mêmes ou seulement empirer. Commencez-vous à identifier des schémas dans ces explications, des schémas qui reflètent le stress ou certains états émotionnels? Oui, peu importe ce que c'est. Rien qu'en vous posant la question, vous avez davantage de chances d'obtenir une réponse que si vous ne le faites pas. Imaginons que vous vous sentiez stressé et que vous pensiez l'être tout le temps. Personne n'est stressé tout le temps, de façon égale. Je vais donc vous appeler régulièrement pour vous demander comment vous allez, si c'est mieux ou pire que la dernière fois et pourquoi. Vous pourriez découvrir que vous allez bien la majeure partie de la journée, mais que lorsque vous parlez à Ellen Langer, c'est terrible. Dans ce cas, la solution est simple. Ne me parlez plus, d'accord? C'est sans danger et c'est une approche qui nous a permis d'aider des personnes atteintes de maladies très graves.
Simplement en inversant ce que nous faisons presque toujours, c'est-à-dire maintenir les choses immobiles. Les chevaux ne mangent pas de viande. 1 plus 1 égale 2. C'est ce que c'est, comme si les choses ne changeaient pas naturellement. Si l'on emploie un vocabulaire spirituel, il s'agit de rester ouvert à une autre possibilité, d'accepter que les choses puissent être autrement que nous l'imaginons. Que la façon dont nous pensons que ce n'est pas la réalité, et si nous pensons différemment à ce sujet, cela devient différent. Vous parlez d'un point qui m'a beaucoup parlé, cette manière dont nous nous enfermons à travers les mots que nous employons constamment, en particulier avec la notion d'essayer. Je suis très sensible au langage. Et donc, je trouve, vous savez, j'ai tout un chapitre dans le livre, un chapitre amusant que j'appelle Mieux que mieux. Beaucoup de chercheurs, parmi mes collègues, font un travail formidable pour nous aider à passer d'une situation perçue comme négative à une situation considérée comme positive. Je dis qu'il y a un endroit encore meilleur où être. Et l'essai en est un exemple. Le mot essayer, on n'essaie pas de manger une glace, on mange la glace. Donc le mot essayer contient déjà une attente d'échec. Abandonner n'est pas une bonne option. Essayer vaut mieux que renoncer, mais mieux encore qu'essayer, c'est considérer que c'est faisable. Lors de cette étude, mes étudiants m'ont dit « C'est l'étude de Yoda » et j'ai répondu « Peut-être que plus de gens y feront attention ». L'exemple que j'ai trouvé le plus amusant remonte à plusieurs années, lorsque l'on m'a demandé de prononcer un sermon dans l'une des églises de Harvard. Et j'ai dit oui parce que je dis oui à tout, ou presque, mais je suis juive et je ne suis pas religieuse. Donc maintenant que j'ai accepté, de quoi vais-je parler? Je me suis dit que je pourrais aborder le thème du pardon. Ce n'est pas vraiment religieux, mais cela s'en rapproche. Cela pourrait convenir. Et en approfondissant ma réflexion, j'ai eu une pensée presque sacrilège. Si vous demandez à 10 personnes si le pardon est bien ou mal, que vont-elles répondre? C'est bien. C'est bien, n'est-ce pas? Demandez à 10 personnes si le blâme est bon ou mauvais. Que répondront-elles? C'est mauvais, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas pardonner à moins de blâmer d'abord. C'est intéressant. Ceux que nous pardonnons sont d'abord ceux que nous blâmons. Mais blâmez-vous les personnes pour les bonnes choses ou pour les mauvaises? Vous blâmez les gens pour de mauvaises choses, mais les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises. Alors, que faisons-nous? Certaines personnes voient le monde de manière négative, blâment facilement, puis pardonnent avec ferveur, presque comme un acte divin. Maintenant, si vous blâmez, il vaut mieux pardonner que de ne pas pardonner. Mais il existe une façon encore meilleure, celle que je décrivais auparavant, qui consiste à comprendre que le comportement des autres a du sens de leur point de vue quand ils agissent ainsi, sinon ils ne le feraient pas. Personne ne se réveille le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais être odieux, agressif, désagréable et incompétent ». Chaque fois que nous qualifions quelqu'un ainsi, il existe aussi une version plus positive de ce comportement. Vous pourriez donc vouloir me pardonner d'avoir été crédule. Ce n'est plus nécessaire dès que vous comprenez que je suis quelqu'un de confiant. Et je n'ai pas à vous pardonner d'être incohérent. Au contraire, je peux vous apprécier pour votre flexibilité. Dès lors, tout change. Ainsi, le pardon est utile lorsque vous blâmez. Mais si vous comprenez, alors le pardon devient inutile. Et c'est la même chose avec la santé. Il y a des personnes à qui l'on dit qu'elles sont en rémission. Bien sûr, être en rémission d'un cancer, c'est mieux qu'avoir un cancer actif. Mais pourquoi appelle-t-on cela une rémission? Vous savez, si vous avez un rhume et que le rhume est parti, est-ce que vous êtes en rémission? Si on parle de la nomenclature de ce que signifie le mot rémission, cela veut dire que vous êtes sous une surveillance plus aiguë que si vous n'aviez pas de cancer et que si vous faisiez partie de la population générale. Et cela signifie que, oui, ils vont vérifier les marqueurs du cancer, ce qui, dans de nombreux cas, peut indiquer que vous avez une tumeur qui se développe et qui va vous tuer. Cela correspond à la définition clinique classique de la rémission. Il y a quelques décennies, le modèle médical considérait la psychologie comme négligeable pour la santé. On ne tombait malade qu'en présence d'un antigène. Donc, quand vous dites à quelqu'un qu'il est de nouveau en rémission, eh bien c'est mieux que d'avoir un cancer actif, mais maintenant je suis toujours une vraie boule de nerfs. Est-ce que ça va revenir ou pas? L'idée est que vous pouvez tout aussi facilement vous percevoir comme guéri. Si vous vous considérez guéri, vous poursuivez votre vie. Plutôt que de subir le stress de vous inquiéter du cancer.
Maintenant, si, disons que vous êtes en rémission et que vous avez de nouveau un cancer, d'une certaine manière, ce sera comme le dernier cancer parce qu'on appelle ça un cancer. Mais à bien des égards, ce sera différent, ce qui nous permet de les voir comme différents. C'est pareil avec un rhume. Une fois guéri, il reste sans doute quelque chose, mais vous ne vous dites pas en rémission. Et puis, quand vous attrapez un autre rhume, ça ne vous fait plus aussi peur. J'en ai déjà vaincu des centaines ou des dizaines. Pouvez-vous en fait parler un peu du rhume? Vous savez, c'est l'une des choses que beaucoup de gens supposeraient. C'est simple et évident. Vous êtes exposé à un virus, vous attrapez un rhume, puis le virus suit son cours, vous savez, quel que soit le processus dont il a besoin. Et quand le virus est mort, vous n'avez plus de rhume. Lorsque les personnes pensent qu'elles vont attraper un rhume, notamment parce qu'on les amène à le croire, elles sont plus susceptibles d'en attraper un que lorsqu'elles ne s'y attendent pas. Et, vous savez, il faut que la recherche soit reproduite, mais il faut tellement de temps pour obtenir les autorisations et pour réaliser ces choses. Et c'était pendant le COVID, etc. Contentons-nous de dire qu'il n'y a aucune raison de supposer, avec la grande variété de troubles, de maladies, d'infirmités que nous avons étudiées, que le rhume serait différent. C'est intéressant car cela rejoint ce que vous suggériez tout à l'heure à propos de ce qui ne peut pas être. Tout le monde accepte le terme placebo. Tout le monde sait que les placebos peuvent être efficaces. Or, un placebo en soi n'est rien. Vous prenez un comprimé qui n'est rien, un comprimé de sucre, et vous pensez que c'est quelque chose, et ensuite cela vous guérit. Si vous croyez qu'un traitement va vous soigner, votre attitude change, votre manière d'agir aussi, et l'ensemble de ces ajustements favorise la guérison. La façon dont Jonathan fonctionne, même quand il est malade, il ne cesse de dire « je ne suis pas malade, je ne suis pas malade ». Il est grognon et a tous les symptômes, mais refuse de dire qu'il est malade, comme s'il ne l'avait jamais été. Mais il y a une autre partie de cela à laquelle nous devons prêter attention. Parfois, c'est amusant d'avoir un rhume, tu peux rester au lit, regarder la télévision, manger des muffins, avoir quelqu'un qui prend soin de toi si tu as de la chance. Et donc, nous ne voulons pas toujours aller aussi bien que nous pensons vouloir aller. Jonathan n'aime pas qu'on prenne soin de lui, donc c'est logique. Voici la question sur la limite que vous évoquiez tout à l'heure. Je parie que vous sentez un rhume arriver. À ce stade, vous ne pouvez probablement pas simplement prendre à droite ou à gauche et empêcher que cela se produise. Une fois que c'est pleinement développé, c'est plus difficile de faire ça parce qu'on a tous une image très forte de ce à quoi c'est censé ressembler. Soit on aura mal à la gorge, on va tousser, notre nez sera bouché pendant quelques jours, et ainsi de suite. Le fait d'avoir vécu une pandémie mondiale a également suscité de nombreuses discussions sur les symptômes, leur évolution et des questions de ce type. Beaucoup de personnes, surtout parmi celles qui étaient opposées au vaccin ou au calendrier vaccinal ici, affirmaient « je l'ai attrapé et je m'en suis bien sorti ». Pourtant, beaucoup d'autres l'ont contracté et ont connu des complications. Toute cette discussion sur les conditions préexistantes est apparue, ce qui est intéressant. J'ai été frappé très durement par le COVID. En général, j'ai de nombreux soucis médicaux avec lesquels je dois composer. J'ai 2 enfants, dont l'un est très similaire à moi physiologiquement. Il a été touché de la même façon, très, très durement, et nous avons eu pratiquement le même parcours. Et mon autre enfant, qui ressemble plus à son père, disait littéralement « Arrête de me demander, je vais bien, laisse-moi tranquille ». Donc je pense qu'il y a aussi une grande discussion à avoir à ce sujet. Et je pense que le COVID, dans de nombreux cas, a amené beaucoup de gens à croire qu'ils étaient des experts en santé médicale. Et dans de nombreux cas, même notre gouvernement, je pense, a admis qu'il n'était pas vraiment l'autorité compétente. Oui, savoir qui sera atteint et de quelle manière relève de nombreux paramètres. Les explications possibles sont multiples. Mais je pense que si nous prenions ces personnes, que nous les divisions aléatoirement en 2 groupes, que nous apprenions à l'un d'eux à être attentif et qu'il l'était, de la manière dont je l'ai décrite, ils seraient moins vulnérables. Pouvez-vous en dire un peu plus sur l'effet placebo? Vous présentez certains des exemples les plus étonnants de ce que signifie réellement l'application d'un placebo. Les expériences de chirurgie simulée concernant les prothèses de genoux constituent une catégorie, mais pourriez-vous parler à la fois de ces études sur les opérations factices du genou et de l'expérience liée à la maladie de Parkinson où l'on perçait un trou dans le crâne?
Elles sont remarquables pour des raisons qui n'apparaîtraient pas au lecteur ordinaire. Ce qui m'a d'abord frappé, c'est qu'on leur ait permis de faire cela. Vous savez à quel point il est difficile d'obtenir une autorisation, ne serait-ce que pour faire remplir un questionnaire. Mais donc, ce qui se passe dans l'étude sur la maladie de Parkinson, c'est que des personnes atteintes de Parkinson vont subir une opération. Un groupe subit réellement l'opération. Un autre groupe ne la subit pas. Et un autre groupe reçoit une fausse opération, où ils percent réellement. L'opération doit soulager leurs symptômes, non? Oui, c'est pourquoi on l'a fait et nous avons donc des attentes différentes. Sans l'opération, ils ne devraient pas s'attendre à aller mieux. Avec l'opération, ils devraient. Mais l'une de ces opérations est une fausse procédure où ils percent réellement votre crâne. Donc ça doit être réel, non? Parce que ça tue. Cette opération a entraîné, je crois, chez des personnes une amélioration pendant au moins 2 ans. Les 2 ans, c'était juste parce que c'était la dernière fois qu'ils ont pu faire un suivi avec les gens. Vous voyez, c'est intéressant. Parce que si vous prenez un placebo, si vous allez mieux avec le placebo, et ensuite quelqu'un vous dit que ce n'était qu'un placebo, vous avez généralement l'une des deux réactions possibles. Une personne, vous savez, je suppose que je n'allais pas mieux. Puis on retombe dans le même problème. Ou si quelqu'un vous aide, lorsque vous ne pouvez pas le faire seul, à voir que si le placebo, la pilule, l'opération ou l'injection n'était pas ce qui vous a aidé, alors qu'est-ce qui vous a aidé? En réalité, vous l'avez fait vous-même. Et réaliser que chacun de nous peut contribuer à sa propre santé bien plus qu'il ne le croit. Et dans de nombreux cas, je veux dire, j'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'elles ne veulent pas subir d'opération du genou à cause de cette expérience factice. Et l'expérience sur la chirurgie du genou consistait littéralement à pratiquer une fausse opération du genou, et les gens se rétablissaient. Je crois qu'il était statistiquement significatif qu'ils se rétablissaient au même rythme que les personnes ayant subi un remplacement total du genou. Un diagnostic n'est jamais une certitude, seulement une estimation fondée sur des probabilités. Rien n'est totalement garanti. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui vont guérir d'elles-mêmes. On a un certain nombre de personnes qui, peu importe ce qu'elles ont, n'en ont qu'une forme légère, vous savez, votre COVID, la forme grave par rapport à, vous savez, la forme légère que beaucoup d'autres personnes ont. Nous avons aussi parlé de cela avec le VIH, des distinctions qui déterminent le statut de séropositivité légitime au VIH. Surtout quand il s'agit de bébés et des règles d'adoption entre différents pays. Donc, un pays pourrait dire « c'est un bébé que nous ne pouvons pas proposer à l'adoption parce qu'il est séropositif ». Et un autre pays dirait « nous ne désignerions même pas cet enfant comme étant séropositif ». Et vous savez qu'une fois qu'on porte un diagnostic, on se comporte très différemment, n'est-ce pas? C'est donc l'une des premières questions que vous m'avez posées. Je veux dire, une personne à qui on annonce un cancer. Elle se retire du monde, s'apitoie sur son sort, et c'est peut-être une réaction normale. Les autres prennent leur distance, mal à l'aise. Ils savent que le cancer n'est pas contagieux, mais après avoir dit « je suis désolé », que peuvent-ils ajouter? Ces interactions sociales diminuent. Elles se retirent volontairement de nombreuses activités auxquelles elles participaient auparavant. Or, toutes ces choses sont bénéfiques pour nous. Ainsi, si vous croyez, pour une raison ou une autre, que vous allez vous en sortir, vous évitez justement d'abandonner ces comportements qui vous aident à aller bien. Il y a l'histoire d'un homme, vous en parlez dans le livre. Je vais simplement la lire. Il avait des tumeurs de la taille d'une orange, ce sont des tumeurs vraiment très grosses. On lui a donné 2 semaines à vivre et on lui a administré un médicament expérimental. Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé à cet homme 2 fois? Oui, donc la tumeur disparaît, puis il apprend que le médicament était en fait un placebo, alors la tumeur revient. Nous avions un homme à qui on avait dit qu'il lui restait 2 semaines à vivre. On lui a donné ce qu'on lui avait présenté comme un médicament expérimental. Cette tumeur, qui, selon tous les avis, n'aurait pas dû disparaître, a disparu. Ensuite, on lui a dit, il a compris qu'on lui avait donné un placebo. Et qu'est-ce qui s'est passé? La tumeur est revenue, n'est-ce pas? Donc c'est déjà incroyable. Ils lui ont alors donné ce qu'ils appelaient un médicament à double dose. Ils ont dit, nous avons un nouveau médicament expérimental, il est à double dose. Il a la possibilité de vous guérir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les tumeurs ont de nouveau rétréci. Il a ensuite découvert qu'il y avait un rapport final disant que le médicament qu'on lui avait donné était essentiellement sans valeur. Il est décédé peu de temps après. Ouais. Maintenant, je pense que si on revient à ce que j'ai dit sur l'unité corps-esprit, vous savez, là où l'esprit est,
le corps sera aussi. Et si vous partez du principe que cette chose va vous tuer, alors, sur le plan socio-psychologique, comme je l'ai évoqué à l'instant, vous adoptez des comportements qui peuvent accélérer votre propre déclin. De plus, le corps reçoit ces messages de l'esprit. Vous savez, il y avait cet hôpital psychiatrique et un service de l'établissement était appelé le service des désespérés. Pendant les rénovations, ils ont transféré tout le service des désespérés vers un service plus optimiste. Et les gens allaient mieux. Les rénovations terminées, ils ont été renvoyés chez les désespérés. La mortalité a excédé toutes les prévisions. Les gens ont tendance à vivre jusqu'à ce que leur petite fille se marie, ce genre de choses, et meure comme par magie peu de temps après. Vous savez, pour beaucoup d'entre nous, on ne meurt pas tant qu'on n'est pas prêt à mourir. Je veux dire, c'est différent si vous vous faites renverser par une voiture ou tirer dessus par une balle ou quelque chose comme ça. Ce sont des choix. J'ai fait le choix de traverser devant ce bus. C'est vrai. Oui, mais je veux dire, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel dans tout ça, c'est que nous avons un contrôle énorme sur notre santé et notre bien-être. Et la plupart des gens aujourd'hui n'exercent qu'un faible pourcentage de ce contrôle. Et nous devons nous réveiller et profiter de la vie que nous menons. Certains des exemples les plus puissants que vous donnez, comme peindre des verrues avec des couleurs vives et dire aux patients qu'elles disparaîtront lorsque les couleurs s'estomperont, conduisent en fait à la disparition des verrues. Nous avons constaté que des asthmatiques allaient mieux après avoir utilisé des inhalateurs sans médicaments. La moitié des patients souffrant de colite avaient moins d'inflammation intestinale après avoir reçu un placebo présenté comme efficace contre l'inflammation. Je sais que ce n'est pas votre domaine, mais vous en êtes sûrement consciente. Il y a beaucoup de médecins et de penseurs qui parlent de la base biologique de la manifestation, de la visualisation et de la pensée positive et ce que j'appellerais souvent la positivité toxique. Mais des personnes comme Joe Dispenza, des personnes comme Bruce Lipton ont construit leur carrière autour de cela. Quelles sont littéralement les propriétés moléculaires et cellulaires du changement qui peuvent se produire lorsque nous manifestons, lorsque nous croyons, lorsque nous nous plaçons dans ce genre d'état de vibration supérieure? Quel est votre point de vue sur les mécanismes biologiques qui pourraient sous-tendre ce qui se passe ici? Ou sur la capacité que nous avons à promouvoir ce genre de choses en disant « Nous pouvons changer vos cellules lorsque nous changeons votre esprit ». Tout ce qui se passe à un niveau se produit simultanément à tous les niveaux. Donc, je ne sais pas où la neuroscience particulière, peu importe, mais ne pas croire qu'il y a un changement simultané n'a pas de sens pour moi. Depuis un certain temps, les neurosciences sont la référence et donc Jérémy Gray et ses collègues ont réalisé cette étude il y a des années. Je vais peut-être mal présenter ça, mais l'essentiel devrait passer. Ils donnent à un groupe des résultats de recherche issus d'une véritable étude et à un autre groupe les mêmes résultats, mais accompagnés de données neuroscientifiques inventées et absurdes. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a des neurosciences dedans, les gens y croient. Je pense que c'est en partie ce qu'il y a de bien dans ce que Bruce et Joe font, quelle que soit la véracité finale. On donne un petit mécanisme et les gens se disent « Ah, ça doit être vrai », parce que maintenant, ils peuvent l'expliquer. Parce que les personnes doivent être convaincues qu'il existe une autre manière de voir les choses que celle qu'on leur a enseignée comme étant la seule possible. Ils ont besoin d'une petite explication. Ils pensent qu'ils en ont besoin. Mais là, vous et moi parlons, je suis dans le Massachusetts, et vous, où êtes-vous? Californie, Los Angeles. Californie. Comment peut-on se parler et se voir? Je n'en ai pas la moindre idée précise. Et je suppose que si vous commenciez à m'expliquer certains aspects de la technologie, au fond, vous ne les comprenez pas vraiment non plus. Mais on l'accepte, et les gens aussi. Les placebos agissent sans qu'on sache vraiment pourquoi. Comment cela fonctionne-t-il? Mais vous entendez assez souvent parler de placebo. Placebo, vous savez, à un moment donné, vous les acceptez comme réels. Donc, ce que les gens sont prêts à accepter ou à ne pas accepter n'est pas, selon moi, très lié à la preuve scientifique. Pouvez-vous parler de la couleur des médicaments? Ça m'a vraiment étonnée. Les antidépresseurs sont de quelle couleur?
Jaune parce que le jaune est apaisant, les antiacides sont blancs, vous savez, les couleurs ont une signification et il existe un livre où il parle de la couleur du football. Donc, vous êtes l'équipe visiteuse. Et les murs où les membres de l'équipe vont se préparer pour le match sont peints en rose. Le rose est apaisant, vous savez, et tout ça, c'est réel. Des données montrent que porter du rouge à un rendez-vous pousse l'autre personne à dépenser plus d'argent pour vous. Une fois que vous entendez ces choses, vous pouvez éviter qu'elles vous affectent. Les couleurs, les odeurs, les sons, vous savez, nous rappellent des choses, et quand quelque chose nous revient en mémoire, alors notre esprit prend le dessus et se comporte d'une manière assez prévisible. Cet échange a été extrêmement instructif et aussi très agréable à écouter, notamment grâce à tous ces exemples et à la manière dont vous les présentez. La vision dominante sous laquelle nous fonctionnons est, vous savez, ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial, qui implique que les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux interagissent tous ensemble. Avant de nous quitter, est-ce que cela suffit ou pensez-vous que votre façon de cadrer les choses rend encore plus de possibilités accessibles pour mieux comprendre l'esprit et le corps? Je parle de l'unité corps-esprit depuis 1979 et j'y pensais déjà avant. Mais en 1979, quand j'ai réalisé l'étude counterclockwise, c'est agréable de sentir que, vous savez, on a eu un certain impact. Ainsi, le dualisme corps-esprit est devenu la connexion corps-esprit. Mais la connexion corps-esprit ne répond toujours pas au problème, qui est comment passe-t-on de l'esprit au corps? C'est quelque chose qui est tout ou rien, vous savez, cette connexion corps-esprit n'est pas différente, à mon avis, du dualisme corps-esprit. Et ce que nous devons faire, au moins à des fins heuristiques, c'est les considérer comme une seule chose, puis voir jusqu'où nous pouvons aller. Cela permet aussi de répondre à de nombreuses bonnes questions que vous avez soulevées. Je ne connais pas les limites de tout cela, vous savez. Je peux facilement créer une situation où une personne sera moins susceptible d'être fatiguée avec très peu de sommeil. Cela veut-il dire qu'on peut vivre sans jamais dormir? Merci beaucoup d'être ici et nous recommandons vivement le corps en pleine conscience, penser notre chemin vers la santé chronique. En fait, j'ai entendu parler de vous grâce à mon ex-mari, donc je lui fais un clin d'œil pour m'avoir tout raconté sur vous. Et nous sommes tellement reconnaissants d'avoir enfin pu vous parler. Des femmes comme moi s'appuient sur les épaules de femmes comme vous. Alors, merci infiniment pour tout votre travail de pionnière. C'était vraiment un immense plaisir. Merci pour l'invitation et ce moment agréable. Son style d'expression me rappelle les repas de famille chez moi, où tenter de parler relève presque de l'exploit. Donc, je comprends, mais je pense que beaucoup de ce que je trouve problématique, et c'est un petit problème avec la Dr Langer, c'est que beaucoup de choses sont sémantiques, et c'est exactement son point. Donc pour moi, les mots spontanés et impulsifs ne sont en fait pas les mêmes mots. Ah, tu aimes définir un mot. Non, ils ne veulent pas dire la même chose. Parce que impulsif a une connotation péjorative, et c'est parce que nous parlons en tant qu'êtres humains et que nous inventons des mots. L'un d'eux signifie spontané, je suis partante pour tout. Impulsif signifie que vous ne réfléchissez pas aux conséquences de vos actes et parfois ces actions ont des conséquences négatives auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est ça l'impulsivité et on peut la mesurer avec les neurosciences. Donc il y a vraiment une différence entre ces choses. J'adore cette idée, qu'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux groupes des 12 étapes, chercher la qualité cachée derrière un défaut, n'est-ce pas? Quand vous observez quelqu'un, surtout en cas de difficultés relationnelles, il est fortement recommandé de le faire. Tout ce sur quoi vous vous concentrez grandira. Si vous vous concentrez sur le négatif, il prendra plus de place. Si vous vous concentrez sur le positif, il prendra aussi plus de place. C'est un peu cette notion à laquelle je m'identifie totalement. Tu as parlé des conséquences négatives après coup. Ce que la personne impulsive ne prend pas en compte, ce sont les impacts potentiels avant d'agir. Là, tu viens d'inverser la perspective. Je voulais donc clarifier ce point. Cependant, dans la spontanéité, il peut parfois y avoir un certain chevauchement avec l'impulsivité, surtout si tu es vraiment spontané. Oui, c'est la frontière entre la folie et la créativité. Tu adores vivre là-bas. J'ai adoré ce dont elle a parlé, notamment le fait de remarquer 3 nouvelles choses chez quelqu'un avec qui tu vis ou avec qui tu es en couple. C'est vraiment génial.
Parce qu'on finit tous par se dire « je connais cette personne, je sais ce qu'elle fait, elle commence à parler, je sais déjà ce qu'elle va dire. Pourquoi devrais-je l'écouter ?» Eh bien, je me demandais aussi, est-ce que ça fait partie de la définition de l'amour? C'est de découvrir de nouvelles choses sur son partenaire, surtout avec le temps, non? Quand on y pense. Surtout si on est avec une personne sur la durée. Et tu commences à la voir vieillir et tu découvres de nouvelles facettes d'elle, ou de nouvelles rides, ou de nouvelles choses. Est-ce que tu peux trouver de la beauté, justement, dans ces nouveautés que tu remarques, surtout quand tu es avec quelqu'un assez longtemps pour que ces choses commencent à changer? Qu'est-ce que l'amour? Sinon l'application de l'attention? L'amour n'est-il pas une émotion de seconde main? J'ai pensé à deux choses qui m'ont accompagnée pendant cet épisode, lorsqu'elle a parlé de l'idée de remarquer et du besoin de continuer à remarquer. Remarquer 3 choses en sortant et 3 à l'épicerie. Est-ce que les appareils que nous tenons dans nos mains détruisent notre capacité à remarquer? Ce n'est pas seulement que je passe mon temps sur l'appareil, donc je ne regarde pas autour de moi, mais le fait que je sois récompensé en allant sur le téléphone et en obtenant cette nouveauté réduit mon intérêt à chercher la nouveauté ailleurs, me programmant à penser à ce qu'est le monde, puis j'emporte ces attentes dans ma vraie vie. C'est très, très perspicace. Tu sais, elle a en fait créé une échelle, je crois qu'elle s'appelle l'échelle de pleine conscience de Langer. Tu sais, je lisais certaines des caractéristiques et, dans de nombreux cas, je ne fais pas partie des personnes considérées comme attentives. Parce que, oh, tu viens de secouer la tête avec une telle certitude, comme si c'était inscrit dans ton âme, comme si, à ma naissance, je le savais déjà avant même de te connaître. Mais non, l'une des choses, c'est, est-ce que tu es ouverte à de nouvelles idées et à la créativité? Genre, non, non. Tu aimes savoir comment les choses se passent et tu veux un certain niveau de certitude que ceci mène à cela. Il y a aussi autre chose. Pour faire certaines choses dans la vie, il faut bien que quelqu'un nourrisse les enfants, mette de l'essence dans la voiture, enfile ses sous-vêtements, tu vois? Tu ne veux pas ça. Ce qu'elle décrit, c'est l'état d'esprit d'un enfant de 3 ans qui remet tout en question, alors qu'il ne faut pas. Je me demande si, sans essence, la voiture avancerait quand même. Il y a des choses qu'on sait. Et c'est de ça dont je parlais. Tu sais, en termes d'effet plancher, il y a ce qu'on appelle un effet plancher pour certaines choses. C'est-à-dire, tu sais, si je me coupe la main, les cellules de l'épiderme, oui, je pourrais être la personne qui, genre, guérit de façon magique, oui. Et ça se referme par magie. Mais en général, il y a une limite à la vitesse à laquelle un os va cesser d'avoir une fracture dans sa structure calcique. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas juste comme ça. Nous parlions à un jeune de 21 ans qui s'était cassé la clavicule et il a dit « J'ai guéri comme un diabétique d'âge moyen. » Pour une raison inconnue, cet os ne s'est pas soudé correctement. Je me demande quel facteur influence sur la guérison d'une personne autrement saine et pleine de vie. Cela aurait aussi pu être une mauvaise évaluation, ils auraient pu regarder le mauvais scanner, et maintenant, vous avez ce gamin de 21 ans qui pense que ses os ne guérissent pas. Et peut-être que je ne devrais pas faire ça, parce que si je casse ceci, et si je casse ceci, qu'est-ce que je fais? Je pense à cela concernant le travail et l'accouchement, à quel point cela revient souvent. Après la naissance de mon premier fils, un obstétricien m'a dit « Votre corps ne sait probablement tout simplement pas comment entrer en travail. Certaines femmes, leur corps ne sait tout simplement pas comment entrer en travail. » Et je me dis « Ça n'a même pas de sens, quoi. Comme si je pourrais mourir dans la jungle car je ne pouvais pas accoucher. Et le bébé, alors? Ça n'a aucun sens. » Donc, pour mon deuxième fils, quand je suis entrée en travail et que j'étais seule jusqu'à ce que je le mette au monde, j'ai appelé le médecin et j'ai dit « Devinez quel corps sait comment entrer en travail. » Mais c'est dans ta tête, non? Ça entre dans ta tête, puis devient l'histoire que tu te racontes. Beaucoup de femmes entendent. Ça sera ton histoire, même avec les hormones. Il y a aussi quelque chose, même s'il peut y avoir un plancher, genre « Tu ne vas probablement pas guérir spontanément. » Pourtant, ce qui m'a amené au travail énergétique, c'est une guérison spontanée de brûlures sur mes doigts, ce qui a été une expérience folle. Tu peux aussi changer, par exemple, est-ce que cette coupure laisse une cicatrice? Est-ce qu'elle guérit en 3 jours au lieu de 7? Est-ce qu'elle persiste? Et je ne sais pas si je dirais que tu peux changer ça. Tu peux l'influencer. On va continuer ça sur Substack parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans cette conclusion. La deuxième chose qui m'est venue à l'esprit pendant qu'elle parlait, et je ne pense pas que ça va te plaire, c'est « mais cela concerne non seulement le groupe que je vais citer, mais aussi tous ceux recevant un diagnostic. »
Il y a une pente glissante ici parce que d'une certaine manière, nous devons être honnêtes et reconnaître quand nous avons quelque chose sur lequel nous devons travailler. Mais en même temps, lorsque nous nous étiquetons, il n'y a aucun moyen d'échapper à cette étiquette. Dans les groupes des 12 étapes, certains disent « je suis ceci ». Oh, c'est intéressant. Je suis un toxicomane, je suis un alcoolique, je suis codépendant, je suis accro à quelque chose. Je prendrai l'exemple de l'alcoolisme, notamment pour ceux aux alcooliques anonymes. Je crois d'ailleurs que Moshe Kasher en a peut-être parlé lors de son passage dans notre podcast. Beaucoup critiquent l'idée qu'une fois étiqueté alcoolique, il faut arrêter totalement l'alcool et que seule l'abstinence totale serait une guérison. Donc oui, il y a certaines personnes, mais je pense que c'est un peu différent. Je trouve cette notion intéressante, mais elle diffère un peu, selon moi, du travail de la Dr Langer. Je précise, je n'encourage pas à boire ni à dire que vous ne pouvez pas. Si, tu encourages les gens à boire et à ne pas croire à l'alcoolisme. Non, ce n'est pas ça. Ce que je dis, c'est que l'étiquetage du genre « je suis ceci » contre « je suis en rétablissement » ou « j'ai changé ma relation avec quelque chose », tu vois, c'est plutôt le langage qu'on utilise pour s'identifier. Je pense qu'il y a une différence entre identifier un problème pour pouvoir le gérer dans ta vie et obtenir de l'aide et adopter une mentalité de patient à vie. On le constate même en dehors des débats sur les 12 étapes. On le voit dans le diagnostic et l'autodiagnostic généralisé de choses comme le TDAH, le TOC, n'est-ce pas? Dire « j'ai un TOC, je suis tellement TOC ». Il y a beaucoup de choses chez les gens qui sont maniaques, ce qu'on appelait autrefois obsessionnels. Est-ce que cela signifie que vous méritez un diagnostic complet? Est-ce alors l'étiquette que vous mettez en hashtag? Pas forcément. Et quand on en vient aux discussions sur la médication, surtout avec les enfants, à quel moment doit-on donner des médicaments à un enfant qui a des problèmes d'attention? Est-ce que c'est un problème clinique et cet enfant doit être sous traitement toute la journée? Ou bien, il y a certaines situations dans lesquelles, quand cet enfant s'y trouve, il se comporte de cette façon, mais il se concentre parfaitement bien quand il y a ceci ou cela. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de ces diagnostics, même pour les troubles du spectre, l'anxiété. À quel moment dit-on, surtout avec les enfants, tu mérites un médicament pour ne pas souffrir comme ça? Ou qu'est-ce qui se passe dans le monde autour de toi qui produit ce diagnostic? Est-ce que c'est qui tu es? Est-ce que c'est situationnel? Et une fois qu'on leur met cette étiquette, n'est-ce pas? Et on en a déjà parlé, même avec l'étiquetage, tu sais, avec le spectre. Si tu dis à un enfant qu'il est autiste, n'est-ce pas? C'est différent que de laisser cet enfant évoluer et apprendre par lui-même. Évidemment, il y a certains enfants pour qui cette étiquette est très utile, mais cette étiquette en elle-même peut être, tu sais, compliquée. Super. Rendez-vous sur Substack, sur la page de la Dr Mayim Bialik, pour faire partie de la communauté Breaker. Dans cet épisode en particulier, vous allez mieux comprendre qui vous êtes à travers le diagnostic et les défis, ainsi que les étiquettes qui en découlent. Je vais aussi poser une question très personnelle à Mayim. Quand le Dr Langer parlait de changer les croyances et les attentes, que les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises, et de changer les récits que nous avons et que nous portons tout le temps. Voici ce que je me suis demandé. Comment cela s'applique-t-il quand les gens n'agissent pas comme vous voulez? Que faire si vous vivez une situation qui vous déplaît et pensez qu'elle devrait être gérée autrement? Comment cela s'applique-t-il lorsque presque chaque pensée que nous avons, si vous commencez à l'analyser, est associée à une attente qui nous impacte physiologiquement? Nous allons plonger en profondeur dans les récits que nous portons et voir comment nous pouvons réellement commencer à nous en libérer. Pour voir les choses différemment et ressentir les choses autrement, Mayim Bialik sur Substack. Et pour notre breakdown, et celui que nous espérons que vous n'aurez jamais, on se retrouve la prochaine fois.